Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. On commence par les titres de cette édition. Prévu pour la date du 28 décembre, les élections législatives devront encore attendre. La Guinée traverse une crise politique causée par l'ambition prêtée au président Alpha Condé de briguer sa propre succession en 2020 pour un troisième mandat consécutif. La semaine dernière, une vague de manifestations s'est déclenchée à Conakry et dans d'autres villes à la suite de l'appel à la mobilisation lancé par le FNDC. La contestation a donné lieu à l'arrestation et au procès de dizaines de membres du FNDC et de manifestants. Aujourd'hui, le tribunal de Conakry les a condamnés à des peines allant de 6 mois à 1 an de prison ferme. En venant à ce procès, nous savions que tout était perdu à l'avance. Mais nous continuerons à nous battre pour défendre les libertés consacrées par la Constitution. Le FNDC entend faire barrage au projet prêté au président Condé, même si pour l'heure, M. Condé n'a ni confirmé ni infirmé les intentions qu'on lui attribue. La Guinée se trouve dans un grand tournant. Et j'espère que le combat va continuer de la part des avocats et de la part des FNDC. Donc que les partisans des FNDC, que cela ne doit pas les décourager. Nous devons multiplier les efforts pour protéger notre constitution, pour éviter qu'on change nos constitutions selon les personnes qui sont là. Les défenseurs des droits humains dénoncent un usage excessif de la force par les services de sécurité, des arrestations arbitraires et une répression visant à faire taire l'opposition. La communauté internationale s'alarme du danger d'une escalade. L'ONU, la CEDEAO, les États-Unis, l'Union européenne et la France ont appelé au dialogue. Le Botswana, un pays jouissant d'une stabilité relative, se prépare à des élections cruciales ce mercredi. Le 4e président du Botswana, Inkama, se présente contre son successeur, le président Mokgweetsi Masisi. Le fossé s'est creusé entre les deux alliés en raison de divergences politiques, ce qui a conduit Inkama à quitter le Parti démocrate du Botswana au pouvoir pour former le Front patriotique du Botswana en avril. Bien que les enjeux soient de taille, certains électeurs restent encore indécis. Mon choix final sera basé sur un individu et non sur un parti. C'est la campagne la plus chère et la plus excitante. J'attends vraiment le jour J pour voir dans quel sens mon vote ira. L'influence de Kama dans le district central du pays, un fief traditionnel du BDP, rend les pronostics de l'élection difficiles à faire. C'est la première fois que le Parti démocrate se lance dans une élection sans fief et cela amène beaucoup d'incertitudes dans notre politique, à tel point qu'il est difficile de prévoir ce qui va se passer. Alors que les analystes prédisent un résultat très serré, le principal parti d'opposition, Umbrella for Democratic Change, UDC, aura également beaucoup de mal à gagner les élections. Mais cette coalition de 3 partis constitue une réelle menace pour le BDP. Il y a une fracture au sein du BDP, cela met des chances de notre côté et nous espérons pouvoir remporter les prochaines élections. Depuis son entrée en fonction, le président Masisi a annulé la plupart des politiques de Kama, notamment l'assouplissement des heures de vente d'alcool, la levée de l'interdiction de la chasse aux trophées et le rétablissement des relations avec la Chine. Démocrates et républicains ont critiqué l'abandon des Kurdes à la merci de la Turquie alors qu'ils sont alliés de longue date. À la Maison-Blanche, le président Donald Trump a défendu ce retrait. Nous travaillons avec les Kurdes. Nous avons de bonnes relations avec les Kurdes, mais nous n'avons jamais pris l'engagement de protéger pour toujours les Kurdes. Nous avons combattu avec eux pendant 3 ans et demi et 4 ans. Ce retrait soudain de la Syrie porte atteinte à la crédibilité des États-Unis en tant qu'allié fiable, affirment de nombreux membres du Congrès. Beaucoup de pays de la région, de l'Arabie saoudite à Israël, en passant par la Jordanie, suivent de très près les actions des États-Unis vis-à-vis des Kurdes. Ces derniers étaient sur la ligne de front pour vaincre militairement le groupe État islamique. Pour d'autres analystes, ce retrait laisse un vide et la nature a horreur du vide. Si les États-Unis retirent leurs troupes et réduisent ainsi leur influence au Moyen-Orient, il est évident que quelqu'un va en profiter. Et il s'agit principalement de la Russie, du président Vladimir Poutine, qui relance sa politique étrangère au Moyen-Orient.
Le président turc Recep Tayyip Erdogan a été reçu ce vendredi à Sochi par le président Vladimir Poutine. J'espère que le niveau atteint par nos relations permettra de jouer un rôle dans le règlement de tous les problèmes et trouver les réponses à toutes les questions, même les plus difficiles, dans les intérêts de la Turquie, la Russie et de tous les pays de la région. Moscou est le principal allié de Damas et l'a soutenu pour combattre les rebelles syriens afin de reconquérir les pans entiers de la Syrie, dont les villes de Latakia, Alep et la province d'Idleb. Ce mardi, comme chaque mardi d'ailleurs, nous accueillons Eric Manirakisa, c'est dans le cadre de la rubrique économie. Bonsoir Eric. Bonsoir John. Alors, en Côte d'Ivoire, la star du football ivoirien Didier Drogba et Magic System à Salford ont mobilisé beaucoup d'argent, 5 milliards de dollars pour développer le tourisme étranger. Tout à fait John, son offensive de charme pour son programme Sublime Côte d'Ivoire a bien payé. Drogba et Assalfo ont donc mobilisé 5 milliards de dollars auprès d'investisseurs arabes à Dubaï. Classé 3e pays d'Afrique en tourisme et d'affaires, le Nigeria et le Maroc, la Côte d'Ivoire, espèrent développer le tourisme de loisirs et doubler la valeur absolue du secteur d'ici à 2025. Le secrétaire général de l'Organisation mondiale du tourisme, OMT, a nommé Didier Drogba au poste d'ambassadeur d'Organisation mondiale du tourisme. Je suis sûr que nous pouvons promouvoir le tourisme en Afrique car le continent a besoin de plus de visibilité, de promotion et nous ne pourrions trouver une meilleure personne que Didier Drogba, a déclaré l'OMT. L'organisation s'associera aussi à la fondation Didier Drogba pour soutenir les jeunes, autonomiser les femmes et créer ensemble de nouveaux emplois pour l'Afrique. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que Drogba devient ainsi le 2e footballeur désigné par l'OMT comme ambassadeur du tourisme après Lionel Messi. Eric, restons sur le continent pour parler du pays des 1001 collines. Nous avons le premier port intérieur de l'Afrique de l'Est. C'est au Rwanda, John. Ce pays sans littoral réalise un grand pas dans son désenclavement et la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine. Le président Paul Kagame a inauguré lundi le tout premier port intérieur du pays et premier du genre en Afrique de l'Est. La plateforme logistique de Kigali est destinée à réduire le coût et la durée des opérations engagées par les commerçants pour le transport de leurs marchandises des ports de Mombasa au Kenya et Dar es Salaam en Tanzanie. La première phase a coûté 35 millions de dollars, financée et construite par le géant mondial de la logistique Dubai Ports World dans le cadre d'une concession de 25 ans. Cette infrastructure comprend un parc à containers de 12 000 m² d'une capacité de 50 000 unités et 2 entrepôts de 19 600 m² d'une capacité annuelle estimée à 640 000 tonnes chacun. Les importations d'outre-mer pourront en effet transiter par cette infrastructure pour être ensuite distribuées vers les pays voisins, à savoir l'Ouganda, la Tanzanie, le Burundi et la RDC, une région en pleine croissance, John, qui compte plus de 200 millions d'habitants. Et nous allons en Afrique, dans la zone CEDEAO, John, où la plateforme, où le président Muhammadu Buhari, il y a 2 mois exactement, a imposé des restrictions au commerce transfrontalier avec ses voisins. Dans ce reportage, les personnes qui dépendent du commerce entre le Niger et le Nigeria réclament évidemment la réouverture de la frontière. Sa fermeture constitue un grand manque à gagner pour les entreprises et les consommateurs. Suivez. Le 19 août, le président Muhammadu Buhari a fermé les frontières terrestres de son pays. Objectif, protéger son économie de la contrebande rampante. Depuis lors, plus d'échanges de marchandises avec le Bénin, le Cameroun, le Tchad et le Niger. Entre 10 et 20% des produits manufacturés nigérians sont vendus en Afrique de l'Ouest. Cette fermeture de la frontière entraîne une augmentation des prix pour les consommateurs. Un produit qui se vendait à 500 francs CFA s'achète maintenant à 1000 ou à 2000 francs CFA. Certains ont de l'argent pour acheter ces produits, d'autres n'en ont pas.
Alors, que devons-nous faire? C'est pourquoi nous demandons au gouvernement du Niger et du Nigeria d'examiner ensemble la situation et d'avoir pitié de nous. Le niébé, qui constitue une importante denrée de base pour bon nombre de familles, ne fait plus l'affaire. Avant la fermeture de la frontière, le sac de niébé s'est vendu à 18 500 francs CFA. Actuellement, il se vend à 17 000 francs CFA ou même moins, voire à 16 000 francs CFA. Pour nous, commerçants, fermer la frontière est une véritable tragédie, un grand revers pour les entreprises. Même son de cloche côté importateur. La fermeture a eu de nombreuses conséquences. Nous importons et exportons beaucoup de choses vers le Nigeria, bon voisin. Mais ce qu'ils ont fait n'est ni fraternel ni juste. Nous voulons que la frontière soit rouverte le plus rapidement possible. Le secteur industriel nigérien est également dans la grogne, rappelant que le commerce avec les voisins est essentiel. Un investisseur étranger spécialisé dans l'importation et l'exportation de produits manufacturés soutient la lutte contre la contrebande, mais regrette des mesures qui impactent les échanges. Merci John, c'est tout pour l'économie. Et on aura le plaisir de vous retrouver mardi prochain. Bonsoir à tous. Ils sont 5 Africains en lice pour ce Ballon d'Or France Football 2019. Les Sénégalais Sadio Mané de Liverpool et Kalidou Koulibaly de Naples, le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang, l'Algérien Riyad Mahrez et l'Égyptien Mohamed Salah font partie des 30 nominés pour la succession du Croate Luka Modric, vainqueur en 2018. Ronaldo et Messi sont aussi nominés, de même que Virgil van Dijk, coiffé sur le poteau par Messi pour le prix de meilleur joueur FIFA de l'année. Le Brésilien Neymar est le grand absent de cette liste chez les femmes. Et bien l'Américaine Megan Rapinoe, star du Mondial 2019, figure de grande favorite. Et pour le trophée Copa du meilleur joueur de moins de 21 ans, le Nigérian Samuel Chukwueze est nominé aux côtés de Mathieu Delight ou Joao Félix, principale tête d'affiche. Les lauréats seront désignés le 2 décembre. Basketball, à présent, la NBA reprend du service ce soir. Clippers, Lakers, Rockets, Warriors, Nuggets, Sixers, bref, les prétendants au trône NBA auront rarement été si nombreux. La cause a une intersaison marquée par des transferts retentissants. Suivez. La planète NBA brûle de voir Kawhi Leonard et Paul George arriver en force chez les Clippers, défier LeBron James et Anthony Davis, recrues phares des Lakers. La concurrence sera aussi texane puisque Houston a fait le pari de recruter Russell Westbrook pour aider James Harden à ramener un titre aux Rockets en disette depuis 1995. Plus à l'ouest, Golden State, triple champion 2015, 2017 et 2018, a perdu Kevin Durant, d'abord victime d'une rupture à un tendon d'Achille et qui a décidé de passer à l'Est, à Brooklyn où il ne jouera vraisemblablement pas cette saison. Klay Thompson ensuite, qui soigne une rupture d'un ligament croisé et espère revenir fin février. Derrière, Denver, Portland et Utah pourraient toucher au but, tout comme Milwaukee et son MVP Giannis Antetokounmpo, qui auront sûrement appris de leur élimination face aux Raptors en finale de conférence. Philadelphie, portée par le Camerounais Joel Embiid et Ben Simmons, va aussi grandir avec l'arrivée d'Al Horford. En juin prochain, l'épilogue de cette 71e saison pourrait marquer le début d'une nouvelle ère, tant les cartes semblent avoir été rebattues. En attendant, les champions en titre, les Raptors de Toronto du Camerounais Pascal Siakam et les Pélicans de la Nouvelle-Orléans ouvrent le bal ce soir. Juste avant, le duel Clippers-Lakers, deux clubs de Los Angeles. Voilà, c'est tout pour l'histoire aujourd'hui. On se retrouve demain. Il aurait pu passer son temps à errer et quémander dans les rues d'Abidjan, mais Adama Traoré gagne aujourd'hui sa vie grâce à la peinture. Une passion qui très tôt lui a permis de surmonter son handicap. Malgré des moments difficiles dans les rues d'Abidjan, il a refusé d'abandonner son rêve de devenir artiste. C'était très dur. Je marchais même pour prendre Woro. Le taximètre même pas, les Woro ne voulaient même pas, mais je prends un taxi. Pratiquement j'arrête et dit celui-là va payer. C'est à l'âge de 9 ans qu'Adama a rejoint un centre pour jeunes handicapés. Là, avec l'aide de la directrice Marie-Odile Bilberon, il va apprendre à peindre. Quand j'étais petit, ma maman m'a envoyé chez une femme blanche qui s'appelle Marie-Odile, une centre handicapée à Bobo-Bessé. J'ai appris à faire la peinture là-bas. Il travaille les gouaches, les feutres. Grâce à elle aujourd'hui, on était au plus de 1000 handicapés à Bobo-Bessé là-bas. Le centre s'appelle La Providence, le centre handicapé
Quand la dame elle est décédée, moi j'étais dans la rue. 30 ans plus tard, il continue d'utiliser son talent pour peindre des tableaux sur divers sujets, notamment des paysages et des portraits. Adama a lentement économisé de l'argent grâce à ses œuvres et l'a utilisé pour ouvrir un petit studio d'art. Il est maintenant marié et inspire les gens autour de lui. Daouda Kone, son chauffeur de taxi qui le transporte tous les jours au travail, en fait partie. Je m'ai dit, bon, c'est pas l'argent qui compte, hein, c'est le courage. Quand je le regarde, un homme comme ça, chaque matin il sort, il dépense 4 000 aller-retour, 4 000 matin, 4 000 le soir, c'est trop. Bon, comme c'est notre frère aussi, nous on a diminué le prix, on lui prend 3 000 francs matin, 3 000 francs le soir. Pour Adama Traoré, la peinture, c'est avant tout une thérapie. La peinture soigne, la peinture donne un moral, la peinture nettoie l'esprit, la peinture fait... Aujourd'hui, je suis venu travailler à Adama. Je ne peux pas faire misérie, je ne peux pas faire le maçon, mais je fais la peinture. Je suis assis comme ça, il y a des gens qui me disent non, lui là il ne fait rien, c'est un mendiant. Mais quand ils me voient travailler, ils disent ah lui là, tu es un travailleur. Aujourd'hui, Adama vit bien de son art. Il vend ses peintures à $84 et plus et arrive ainsi à survenir à ses besoins et à ceux de sa famille. Exceptionnel talent donc que celui d'Adama Traoré. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir écouté. Demain est un autre jour.